Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Valérie Harvey, tour à tour sociologue, enseignante et autrice qui publie ces jours-ci le formidable ouvrage Passion manga, du Japon au monde, aux presses de l'Université du Québec. Valérie Harvey, bonjour! Bonjour! Merci beaucoup d'accepter de passer à mon micro. Alors Valérie, ardente passionnée On peut dire de ça? manga, hein, je pense qu'on peut le dire. Oui, du Japon aussi. Ouais. Ouais. Et là, tu signes un super ouvrage. Et alors, Passion manga, du Japon au monde, aux presses de l'Université du Québec. Et de tous les ouvrages sur le manga que j'ai lus, je dois en avoir lu au moins une trentaine si j'en ai pas lu plus. Voilà le livre que j'attendais de lire et surtout que j'attendais de recommander au plus grand nombre. Et tu sais, Valérie, que depuis que j'ai lu ton livre, je présente des conférences dans les bibliothèques et je parle de ton livre à tout le monde. Et je leur dis, achetez ça. J'ai donné une formation la semaine dernière au réseau des bibliothèques de Sherbrooke et je leur ai parlé au moins 5 minutes de ton livre. Alors, bravo, vraiment bravo. C'est un... Puis je voudrais pas dire que c'est un ouvrage de vulgarisation tant qu'un ouvrage de transmission. C'est vraiment un ouvrage, une transmission d'une passion, d'une culture. Et, euh, et là, j'ai un paquet de questions à te poser, mais je voulais d'abord te féliciter. Alors, félicitations. Mon Dieu, ça Ça, commence c'est que fait. j'aimais. Je peux le Merci beaucoup, c'est cocher. vraiment gentil. En fait, transmission, c'est le bon mot. C'est ce que je cherchais à faire. Puis c'est toujours ce que je cherche à faire à chaque fois que je fais des rencontres, moi aussi. Je veux pas qu'on démonise le manga. Je veux le démocratiser, puis je veux l'expliquer. Tout comme je fais quand je parle du Japon, ça va être la même chose. Les gens, ils peuvent avoir un avis très positif. Puis comme tout pays, il y a des nuances. Des fois, ils vont beaucoup insister sur les aspects, c'est pareil avec le manga, là, qui sortent de l'ordinaire, puis c'est ça Mm. qu'ils ont retenu. Puis là, ben, c'est de ramener ça, de dire, ben, il y a plus de détails. Et c'est très intéressant, les détails. Donc, on va y aller, on va plonger un petit peu, puis c'est comme n'importe quoi d'autre. Donc, plus on y plonge et plus c'est intéressant. Ben, c'est ça, voilà, c'est le grand mérite. C'est un des grands mérites de ce livre-là. Aussi, dans le choix délibéré d'une écriture dynamique, concise. On sent que c'est un outil. Et ce que j'aime aussi, et c'est, je pense, ce qui fait la grande valeur d'un ouvrage comme ça, c'est que ça s'adresse autant aux néophytes qu'aux aficionados. C'est-à-dire que les aficionados, ils peuvent aussi trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est un livre qui est très, très généreux. Euh, Peut-être commencer par le début, Valérie. Le Japon, d'où ça vient? Pourquoi? Dans quel cadre tu as rencontré cette grande culture-là? Ouais, les gens sont toujours un peu déçus de ma réponse. Je suis tombée sur le Japon parce que je faisais un certificat en langue. Puis dans mon certificat, ben, le but c'était d'explorer des langues. Donc j'avais fait bien sûr l'espagnol, l'italien, un peu d'allemand. C'est toujours une session, là. Tu sais, on faisait un cours. Puis à un moment donné, ben, j'ai pris japonais. Puis je chante aussi, j'ai adoré la sonorité du japonais. Donc numéro un, la réponse, c'est la sonorité du japonais qui m'a attirée. C'est ça qui m'a donné le goût de continuer au début. Je trouvais que c'était mélodieux. Comme le français, c'est très mélodieux à chanter. Le japonais aussi se l'est. C'est plein de voyelles. C'est très beau. Donc ça, le son m'a beaucoup, beaucoup attiré. Ensuite, bien sûr, la culture. Parce que plus on découvre, plus on apprend une langue, hein, on tombe sur les stéréotypes dans une langue, puis tout ça, c'est présent. On tombe sur l'histoire, sur la richesse, la profondeur, puis l'histoire du Japon, elle est très longue. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup attiré. Donc tout le côté culturel. Puis maintenant, ben, c'est encore autre chose qui me retient puis qui me fait continuer d'apprendre le japonais, de le pratiquer. C'est vraiment les amis que j'ai là-bas. Donc, tu sais, ça me semble être une marque de respect, de vouloir mieux parler pour expliquer avec plus de détails, avec plus de nuances, avec plus de soins, puis de respect, puis de mieux les comprendre aussi. Donc, pour moi, ça, c'est important. Donc, là, vraiment, j'en suis à ce stade-là. Fait que je dirais que mon rapport avec le Japon a évolué au fur et à mesure que mon apprentissage à la langue a évolué aussi.
Parce que dans ton livre, il faut le dire, l'angle sociologique est très, très présent, ce qui est aussi très, très plaisant parce que, par défaut, il y a une mise en contexte constante entre la relation entre le manga comme objet culturel et la société japonaise. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant dans l'ouvrage. Ce que j'avais jamais vraiment lu dans tous les ouvrages universitaires que j'ai lus sur le manga. D'ailleurs, à SoBD, un festival qui vient tout juste de se terminer à Paris, l'ouvrage, la monographie qui a remporté un prix, c'est un collectif d'articles universitaires sur le manga en langue française. Ouais. Avec Julien Bouvard, Oui, c'est ça, exactement. que je cite d'ailleurs dans l'ouvrage parce que je l'avais reçu à mon cours. Il est très, très intéressant. Et moi aussi, il m'a éclairé sur beaucoup de choses, donc je suis très contente qu'il ait remporté ce prix-là. Mais, tu sais, on peut traiter le manga d'un point de vue historique. On en voit beaucoup, beaucoup des livres Ouais. historiques qui vont aborder tout cet aspect-là. On peut le traiter en analyse littéraire. J'ai vu, par exemple, L'Attaque des Titans qui va être presque traité de façon politique. Ça, c'est un manga qui est traité et qui est analysé au niveau politique. Ça se peut, ça existe. Mm. On pourrait le faire de façon religieuse, hein. Il y a des mangas qui sont très, très axés sur la philosophie et la religion, donc ça se ferait. Moi, je suis sociologue. J'ai un passé de littérature parce que j'ai eu un bac en littérature aussi. Donc, c'est sûr qu'une analyse littéraire, quand on est en littérature, ça doit prendre en compte le contexte historique parce que cette œuvre-là ne sort pas de nulle part. Elle sort, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'écrivait pas les mêmes mangas qu'on écrit maintenant. Donc, nos craintes, nos peurs, ce qu'on a vécu, nos drames aussi, c'est présent, c'est inscrit dans les œuvres qui vont être produites par la suite. Puis c'est ça qui est fascinant. Tu sais, j'expliquais souvent à mes étudiants, ben, il ne faut pas se surprendre que vous voyez, vous commencez un dessin animé, puis là, les étudiants rentrent à l'école, puis il y a des pétales de cerisier qui tombent. Ben, c'est que la rentrée scolaire est en avril au Japon. Donc là, ils font comme, hein? Ouais. Donc, tout à Ouais. coup, un élément clé qui est un détail au fond, là, c'est pas si important si on le sait pas, mais et devient une belle explication de toutes sortes de petits signes qu'on va voir sans tout à fait connecter parce qu'on ne le savait pas. Et après, quand on le sait, ben, on remarque différentes choses qui enrichissent notre lecture ou notre visionnement. Il faut dire que le manga ici en Occident, ben en Occident c'est large là, mais je me souviens, Valérie, au début des années 2000, j'ai passé du temps en Belgique et autour de 2001-2002, j'allais souvent à Bruxelles, à la légendaire librairie Bruxelles, et ils avaient loué le local d'à côté, ils avaient abattu le mur, et toute cette section-là était destinée au manga. Et là, on parle de 2001-2002. Il y a eu comme là-bas, d'abord, une première vague qui, ici, n'était pas encore vraiment rendue. Ici, toi, tu situes ça à quand? Parce que, bon, moi, à vue de nez comme ça, je me dis autour milieu des années 2010, en tout cas, que là, on sent vraiment, Un intérêt, oui, un intérêt. Ouais. mais qui restait limité à ceux qui aimaient déjà la bande dessinée, je pense, ou à ceux qui aimaient déjà le Japon. Donc, tu sais, on a vu, tu peux suivre la popularité, par exemple, des conventions comme l'Otaku Mangaland, Ouais. l'Otaku à Montréal, le Nadeshikon à Québec, il y a eu le Rubicon à Drummondville, il y en a eu beaucoup qui sont partis aussi. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que la popularité du manga a suivi un peu cette courbe-là. On voit de plus en plus de participants, mais je pense que on a mis le feu dans cette popularité-là au moment où on a eu la pandémie, parce que les gens qui le lisaient seuls chez eux, qui s'intéressaient à ça, ben, tout à coup, on était enfermés dans la maison avec nos parents, avec notre frère et sœur. On n'a pas grand-chose à faire sauf regarder quand même des écrans, des services de streaming. Et là, tout à coup, ben, ensemble, pour beaucoup de familles, ça s'est fait ensemble, pas nécessairement seul. Ben, on a regardé des séries, on a regardé des adaptations, on s'est mis à lire, on empruntait à la bibliothèque parce que là, ça redevenait possible de faire des réservations, Mm. d'aller chercher la suite de ce qu'on avait regardé. Donc, il y a vraiment eu, à ce moment-là, on le voit même dans les données du Québec, là, ça a monté. En France, c'était déjà le cas. Comme tu le soulignes, la France, Ouais. l'Europe en général, l'Europe francophone, a eu cette montée-là bien avant nous. Donc, on le voyait parce que le nombre d'éditeurs augmentait, puis le nombre de mangas publiés était plus diversifié, était plus grand. Mais au Québec, le temps qu'on débloque quand même, je me souviens, à l'époque que tu parlais, moi j'étais à l'université à ce moment-là, justement en littérature, là, puis j'avais commencé à lire des mangas, puis c'était des fois impossible d'avoir le tome 5 d'une série, alors qu'il fallait que je me le fasse venir, puis c'était compliqué parce qu'on Ouais. ne pouvait pas payer les gens qui nous l'envoyaient.
Donc, le tome 5 pour pouvoir compléter une série de 18 tomes, c'est quand même nécessaire, là. Donc, c'était vraiment, on avait des réseaux qui étaient mal organisés, donc ça favorisait pas la distribution au Québec là, et la lecture. Mais ça s'est arrangé, heureusement, là, même s'il reste encore quelques soucis, soulignons-le. Oui. Oui, parce que, oui, oui, c'est ça. Comme tu le dis si poliment et si bien, et si délicatement. Mais c'est ça, donc, c'est comme ça un peu que tu expliques cette espèce de retard. La vague a pris un certain moment avant de traverser. Puis c'était vraiment étonnant. Moi, j'étais. Parce que déjà en Europe, c'était très fort. Il y a même des éditeurs alternatifs comme Cornelius, par exemple, euh, qui publient en traduction française de grands, grands mangaka. Tu sais, comme par exemple, ou Le Lézard Noir, tu sais, La Cantine de minuit qui a été un succès fulgurant sur Netflix. Mhm. Moi, j'expliquais aux gens, oui, mais c'est un manga. Ouais, ouais, c'est une série télé. Non, 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 c'est un manga. Il y a des livres de recettes. Tu sais, je veux dire, C'était un risque à prendre. Je suis vraiment contente que finalement on ait réussi à organiser nos réseaux de distribution pour rendre les tomes jusqu'ici, que les librairies et les bibliothèques leur aient fait de la place pour qu'on les mette de l'avant puis qu'on en parle parce que ce que les gens auraient pu faire, puis certains l'ont fait, puis je leur reproche pas de l'avoir fait, là, mais c'est de se lancer dans ce qui était publié en anglais. Puis, parce que c'était plus facilement accessible, étant donné qu'on a le Canada anglais juste à côté, les mhm, États-Unis. Les tomes sont plus chers en anglais. Ils ne sont pas publiés de la même manière. Ils ont moins non. de jaquettes, elles ont moins de qualité côté papier. C'est vraiment, on va faire certaines éditions collector, il faut les exclure de ce que je parle, mais il reste qu'on n'a pas la qualité qu'on va avoir avec l'édition française et on n'a pas la diversité non plus qu'on a en France. Donc, je trouve que ça aurait été vraiment dommage qu'on manque toute cette richesse qu'on a en traduction française parce qu'on n'était pas capable de s'organiser pour nous rendre les tomes jusqu'ici, là. Donc, vraiment, Puis je sais, tu sais, je parle du Québec, mais je sais que c'est la même chose avec les dom-toms. Tu sais, La Réunion, Maurice, j'en ai lu des choses là-dessus. La Martinique ont aussi des difficultés avec ça. Ils cherchent aussi à avoir des tomes. Des fois, c'est compliqué. Donc, vraiment, il faut être prudent avec ça parce que maintenant, on a quand même de la compétition en anglais, puis je ne voudrais pas que les gens se lancent dans la lecture en anglais juste parce qu'elle est plus disponible. C'est drôle, des fois, j'en ai qui me rencontrent qui disent, moi, je suis habituée de lire en anglais, c'est plus authentique. Je dis, ben non, à la base, c'est en japonais, c'est pas plus authentique, là. Ben non. Et d'ailleurs, là, j'aimerais vraiment que tu me confirmes que je suis pas fou, là. J'ai lu quelque part qu'en fait, pas tous, mais une bonne majorité des mangas, au niveau de la traduction, c'est du japonais d'abord au français, même s'il n'y a pas de base latine dans la langue japonaise, mais que au niveau des structures de phrases, comme le japonais est complexe comme le français, et que souvent les mangas sont d'abord traduits du japonais au français. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, c'est parce que c'est probablement vrai parce que tous les mangas qu'on va pouvoir lire en traduction française ont été traduits à partir de la base japonaise. Ouais, Jamais on va prendre un manga en anglais pour le traduire en français, là, ça ouais. n'arrive pas. Surtout, mais c'est surtout vrai parce que la France, c'est le premier pays de traduction des mangas. Ce n'est pas l'anglais pour une fois qu'on gagne sur quelque chose. Donc, donc vraiment, on est chanceux là-dessus. C'est vraiment en français qu'on va trouver le plus de mangas au monde, à part le Japon. Donc, vraiment, on est très choyés de parler cette langue, puis d'avoir autant d'éditeurs qui s'y dédient, autant de gens qui en lisent. Donc, c'est anime tout ce marché-là qui rend ça possible, là. Ouais. C'est drôle parce que je me souviens, moi, Valérie, dans les années 80, je lisais beaucoup, beaucoup de comics américains. Et dans les années 80, là, il y avait beaucoup d'éditeurs alternatifs qui publiaient en noir et blanc, et vraiment des petites structures. Et c'est comme ça, moi, que j'ai lu mes premiers mangas. C'était des traductions en anglais. Et là, comment ça s'appelait? J'ai cherché avant de te parler, Ouais. j'ai rien Quand je retrouvé. dis officiellement, il y a plus de mangas traduits en français, sauf que officieusement, les scanlations existent. Je suis au Oui, courant. oui, non, non, c'est Donc, ça. oui, c'est fort probable qu'il y ait beaucoup de choses qui ne sont pas traduites encore en français ou en anglais, qui sont par des fans, là. Donc, Mais ça, tu sais, puis sinon, l'autre chose que j'ai lu dans les années 80, fin des années 80, moi, j'étais un fervent lecteur du magazine Crow, et dans L'Oiseau aux sept surfaces, la sixième aventure de Red Ketchup, Red Ketchup va au Japon. Et ça, Pierre Fournier, lui, s'intéressait déjà au manga. Il avait voyagé, il y en avait dans ses archives. Quand j'ai classé ses archives à Pierre, je suis tombé sur des trucs des années 80. Et c'était fou à l'époque parce qu'il nous expliquait un peu déjà c'était quoi un manga dans Red Ketchup. Puis
en le relisant, en préparant l'entrevue, OK, il y a quand même de la pédagogie là-dedans. Tout à coup, on nous donne quelques éléments, quelques clés de compréhension, alors que c'était pas du tout disponible autrement que par l'animé, en français en tout cas. Oui, ben, c'est souvent, moi, c'est comme ça aussi que j'ai, bon, on va dire lu entre parenthèses, là, mais que j'ai vu du manga. Donc, vraiment par le dessin animé, je suis de la génération des Candy, de Lady Oscar. Rien Ouais. en famille, c'était une collaboration Japon-France. Même le Lac des Cygnes, hein, qui passait à Ciné Cadeau à l'époque, c'était une collaboration avec le Mais Japon. là, tu nommes pas Goldorak. Je suis un peu déçu de toi, Valérie. Ouais, Là. ben, moi, je suis un petit peu plus jeune que Goldorak. Je l'ai vu plus tard, Goldorak, parce que mon Ah. copain était un fan. Donc, et même Albator, je l'avais. Moi, même Déméthane, c'est trop vieux pour Ben moi. voyons. Ah oui, c'est ça, t'es plus jeune que moi. Mon Ouais. Dieu. C'est... Mais Déméthane, tout ce qui me reste, c'est la musique triste. Ben non, mais pas juste ça. Non, mais c'est le petit crapaud, l'espèce de gros crapaud qui donnait tout le temps une taloche. C'est Et moi, terrible. je suis de la génération. Juste après, il y a eu Hachi, le prince orphelin, là. Ça, Ah. il se faisait des amis. À chaque épisode, il se faisait un ami dans les petits insectes de la forêt. Puis à chaque épisode, à la fin de l'épisode, son ami mourait. Ah, on est quand même dans cette idée-là de On était dans tristesse. le positif extrême, là. C'est quand même cruel. Il fallait qu'il continue à chercher sa mère à travers tous ses amis comme ça qui décédaient à chaque épisode. Mais Déméthane, c'était triste. Lady Oscar, je ne sais pas si vous vous rappelez la finale, là, mais c'était quelque chose. J'ai jamais écouté ça. Moi, c'était Albator, Goldorak, Déméthane. Ah ben, J'ai écoute. enduré Candy parce que j'ai une sœur. Ah ben moi, c'est ma mère qui l'écoutait. Donc, et la fin, personne ne se rappelle la fin de Candy, OK? Hmm. Moi, je m'en souviens de la fin de Candy. Puis c'était pas positif non plus. Après ça, tu avais ben, Lady Oscar, ça finit pas, ça finit mal. Tu avais, mon Dieu, c'était Il n'y quoi? avait pas le Petit Castor aussi? C'était pas une coproduction, ça, le Petit C'était Castor? canadien, les petits castors, puis ça a mal vieilli. Je l'ai regardé dernièrement. Ah ouais? Ça- C'est canadien. J'étais convaincu que c'était une Je coproduction, pense moi. que c'est canadien. Bon, on aurait dû s'en douter que ça s'appelait le petit castor, là, mais si je me suis Ah trompée, ben oui. fait que oui, ça passait au même réseau. Mais en France, c'est une des explications hein, pour le fait qu'ils ont été intéressés par le manga avant nous, c'est qu'il y avait le Club Dorothée. Donc, il y Ouais. avait une chaîne dédiée avec beaucoup, beaucoup d'épisodes qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Sherlock Holmes avec les petits animaux, on ne l'a pas eu, nous, avec les chiens. Là. Mon mari a grandi dans les pays européens, puis effectivement, pour lui, il a grandi en Afrique, mais disons qu'il y avait les réseaux européens. Ouais. Et puis, il y avait des mangas que j'avais jamais vus. Là. Donc, c'est vraiment. Eux, ils ont eu cette chance-là, puis ça a créé toute une génération. Comme nous, la génération passe-partout, là, qui est moi, ben, eux autres, ils ont eu une génération Club Dorothée qui était, après ça, intéressée à lire puis à continuer leur découverte par le manga. C'est drôle parce que tu me confirmeras ou tu m'infirmeras ce que je m'apprête à te dire, mais dans ma pratique de conférencier en milieu scolaire, dans les bibliothèques, moins maintenant, mais je fais encore beaucoup face comment je pourrais dire? Une hésitation? Oui, les gens, bon, les mangas, c'est des dessins animés, puis je veux dire, à la limite, même la bande dessinée, oh, moi j'écoutais les Schtroumpfs, oui, mais bon, la bande dessinée, c'est plus que ça, mais avec le manga, il y a toute une génération qui aujourd'hui ont des jobs, sont en position de prendre des décisions, puis qui sont réfractaires au manga, qui ont peur ou. Ben, je pense qu'on associe encore beaucoup la bande dessinée en général avec l'enfance. Puis le Oui, manga, en plus, euh, ce qui était traduit au début, c'était en direction, c'était vers l'enfant. Là, tu sais, je veux dire, oui, tu as parlé de la cantine de minuit qui est venue un peu après, mais tu sais, c'était un public plus spécialisé qui aimait déjà la BD, qui l'ont ouais, découvert. Moi, ce que je trouve, puis ce que je cherche à faire aussi par ce livre-là, c'est de dire, si vous aimez un genre, là, vous aimez la romance, vous aimez le polar, vous aimez l'horreur, pourquoi vous vous arrêtez à le lire en roman? Pourquoi vous vous arrêtez puis vous ne passez pas la frontière du format? Tu sais, ouais. on peut aller vers la BD, puis on peut aller vers le manga, ça existe aussi, et c'est bon aussi, c'est émouvant. Si vous aimez déjà le genre, c'est le truc que je donne à tout le monde qui veut se lancer, c'est d'aller vers quelque chose qu'on aime déjà parce que, bon, ben déjà, il faut s'habituer au format manga, comme il faut s'habituer à un format BD. Ben, Ouais. Mais pourquoi on s'arrête là? Pourquoi on se dit pas, ben, si j'aime le policier, pourquoi je me lance pas dans le manga, tu sais? Il y en a des excellents. Pourquoi je manque une si bonne histoire? Parce qu'il y en a pour les adultes de plus en plus, parce que le marché adolescent est déjà très bien rempli, là.
Donc, ce qui reste à vendre, je crois, puis à expliquer, c'est qu'on peut être intéressé par ça plus tard et c'est riche et c'est émouvant. Tu sais, il y a des mangas extraordinaires sur le deuil, il y en a sur le monde du travail. Il y a vraiment une place de la personne âgée qui est très présente dans le manga, très Oui, intéressante à l'explorer aussi. Donc, je veux dire, il y a autant de richesses dans le manga qu'il va en avoir dans le roman, ou tu sais, je compare dans le livre au cinéma. Donc, je pense que oui. cette hésitation que les gens ont aussi, quand on parle, tu sais, tu parles des écoles particulièrement, c'est dur pour les écoles de dire je vais recommander un manga quand tu ne connais pas ce monde-là parce que tu peux tomber sur le pire du pire assez facilement, là. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ben, c'est ça. Tu sais, Mais c'est oui. beaucoup ça que je sens, c'est cette crainte-là des intervenants, des bibliothécaires, des techniciens en documentation, de dire oui, OK, je vais en acheter un, mais là, tout à coup, j'ai des parents qui viennent me dire que non, ça, c'est pas correct. Tu sais, as quand même du monde à gérer là, quand tu parles avec des jeunes. Donc, il y a un souci puis un soin qu'il faut faire très attention. Fait que le livre est un petit peu pour ça, c'est pour dire, ben là, il y a des choses qui sont moins sensibles. On va aller vers ça au début. Puis en tant que parent, ben, on peut gérer différemment, évidemment, puis donner plus de liberté à nos enfants, là, selon ce qu'on est. Là, mais ouais. Ben, en fait, et rapidement dans le livre, tu abats quelques a priori qui font du bien, ma foi. Comme par exemple, et, ce que moi je dis en conférence, puis tu sais, quand je présente des conférences, puis c'est pareil pour toi, là, quand je m'adresse à une classe d'enfants, dans le fond, c'est pas à eux autres que je suis en train de vendre l'idée de vendre des mangas. C'est aux adultes autour. C'est eux. Je suis là, moi, pour convaincre ces gens-là. Et donc, je leur dis toujours, la lecture engendre la lecture. Et c'est pas vrai qu'un manga, puis là, je leur explique. Je leur dis que les mangas, c'est pas vrai que ça se lit plus vite, que d'ailleurs, une bande dessinée muette exige une lecture beaucoup plus attentive parce que les clés de compréhension sont seulement dans le langage graphique et non pas dans le texte. On a tout mis dans le dessin. Ouais. Ouais. Alors moi, quelqu'un qui tourne les pays, et je veux dire, tu te le fais dire constamment. Oui, mais là, moi, je veux pas mettre ça dans les mains de mon jeune parce que là, il lit ça vite, puis c'est violent, puis c'est pas intéressant, puis on n'apprend rien. Alors que dans les faits, comme tu le disais, comme dans toute chose, comme dans n'importe quoi, il y a du bon cinéma, il y a du mauvais cinéma, il y a du bon théâtre, il y a du mauvais théâtre. Après, et ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est que à chaque chapitre, tu recommandes des titres, des séries, tu contextualises tout ça, tu expliques. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui connaît rien au manga, c'est vraiment rassurant parce qu'il y a une prise en charge avec ce livre-là. Pas par la main. Mais comme tu disais, je m'adressais aussi à ceux qui connaissent beaucoup ça. Ça, c'est une des plus beaux compliments qu'on m'a fait, là, à part ceux que tu as fait au début du balado. C'est quand j'ai eu des étudiants à la fin de la session qui connaissaient beaucoup, beaucoup le manga, parce que j'avais deux types de gens dans mon cours, là. J'étais à l'Université du Québec en Outaouais. On s'entend que c'est du monde qui dessine. Oui, Donc, dans la moitié de mon cours, j'avais la moitié de mes étudiants, c'était des dessinateurs. Et ils venaient au cours parce qu'ils ne connaissaient pas tellement de manga nécessairement, mais ils étaient intéressés par la bande dessinée, puis ça fait partie de la bande dessinée, donc ils étaient inscrits au cours. J'en avais des très connaissants là-dedans, puis j'en avais qui étaient vraiment des novices. Puis j'avais des gens en étudiant libre qui connaissaient beaucoup le manga, puis qui s'étaient inscrits parce qu'ils adoraient ça. Puis à la fin du cours, je me souviens, j'ai eu un étudiant qui est venu me voir puis il m'a dit Hey, merci, hein. Je pensais que je connaissais ça. Ça, là, ben oui, ça c'est un beau compliment. ça, c'est un Ben oui. compliment parce qu'en fait, ça veut dire que tu as servi à quelque chose. Le contexte que tu as mis, ça a permis à la personne de faire des liens entre des choses qu'il avait déjà lues. C'est sûr que lui, il pouvait enrichir avec ses propres lectures. Il pouvait aller encore plus loin que ce que j'expliquais parce que je ne peux pas parler de tous les mangas qui existent dans l'univers quand je fais un cours là, de 3 heures. Mais il reste que le fait que je permette d'avoir des éléments de réflexion. Puis c'est sûr que mon livre, il est plein d'hypothèses sur certaines, par exemple, interprétations ou des choses comme ça. Puis on peut ne pas être en accord, mais ça fait des belles discussions quand on fait ces discussions-là dans le respect. La plupart du temps, c'est des étudiants qui absolument sont magnifiques. Donc, on avait des discussions qui étaient très enrichissantes pour moi et pour eux aussi. Donc, ça, vraiment, j'ai adoré faire ça. Puis c'est un petit peu ce que je voulais faire avec le livre. Donc, le rendre accessible, l'expliquer à plein de gens qui ne le connaissent pas, le, le, puis transmettre à quel point ça peut être riche, ça peut être bon. Puis moi, là, je suis d'accord avec toi quand tu dis un livre est un livre. Le jeune qui lit, puis que dans ses mains, là, il y a du papier, puis qu'il rentre dans un imaginaire tout à coup, où il t'écoute plus quand tu es en train de dire Viens souper, mon amour, là. Bon, même si je le dis souvent, puis que je chiale souvent parce que ça vient pas, là. Ouais, mais ça. Il est assis, puis il est en train de lire, puis c'est pour Ouais. ça, là, il veut pas quitter ce monde imaginaire, là. Ben ça, c'est quelqu'un qui entretient son rapport à la lecture. Que ce soit un manga, que ce soit un roman,
que ce soit de la poésie qu'ils le fassent faire, il y en a que c'est ça, ben, je veux dire, c'est tout à fait extraordinaire qu'un livre réussisse encore à compétitionner un téléphone cellulaire. Ben voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je dis aux gens Encore plus ça. réfractaires. Oui, voilà. Vous voulez pas qu'ils lisent de manga? Ben, mettez-en la tablette dans les mains d'abord. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est tellement compliqué, la tablette, elle a des petits sons, ça fait de la musique, il y a Mm. des vidéos YouTube, ça finit plus, tellement c'est intéressant, puis tellement c'est programmé pour qu'on le lâche pas. C'est comme ça que sont construits les réseaux sociaux. On le sait, on est dessus, puis on a de la misère de décrocher, nous autres aussi. Notre cerveau, il a fini d'être développé, mais on a de la misère quand même. Eh oui. Fait qu'imagine, c'est absolument, il faut, je crois, au contraire, qu'on laisse toute la place à toutes les formes de lecture, puis il ne faut pas en mettre une de côté parce qu'on risque de couper le seul lien qui restait à ce jeune-là. Puis tu sais, après, là, peut-être qu'il ne lira pas autre chose que du manga, là. Je veux dire, c'est pas, moi, je ne suis pas en train de mettre une condition à la lecture. Mhm. Tu vas lire une série, puis après ça, j'utilise un roman. C'est pas ça que je dis. Mais ça peut arriver que les jeunes vont vouloir lire des romans qui sont reliés avec une série. Parce que, par exemple, on lit Les Carnets de l'apothicaire, il y a des romans originaux. Ouais. Donc, quand tu veux avoir ton histoire encore plus vite, tu vas aller vers le roman. Après ça, il y a eu des romans connexes à Naruto. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par Naruto, ben, ils veulent savoir certaines histoires qui ne sont jamais dessinées. Ils peuvent le lire en roman. Il y a des petites histoires, des petites nouvelles qui ont été écrites pour Spy Family, pour One Piece. Donc, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de possibilités pour ceux qui voudraient faire le pont vers le roman. Mais moi, c'est pas une condition, là. Tu sais, je veux dire, c'est un imaginaire, tu réussis à rentrer là-dedans, ça te nourrit, tu apprends des choses. Puis c'est ça que je cherche à entretenir chez un lecteur qui est adolescent. Puis ben, ce que j'aimerais aussi que découvre l'adulte, parce qu'il n'est pas obligé de lire les mêmes séries que l'adolescent. Là, ça se peut que notre quête d'identité elle soit terminée à 30 ans. Bon, on sait qui on est un petit peu plus on vieillit, d'accord? C'est une des Ouais. bonnes choses de vieillir. Ouais. Mais il y a plein d'autres termes qui sont traités dans les mangas qui sont très riches aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas manquer ça. Oui, parce que, tu sais, une œuvre, que peu importe le médium, c'est d'abord et avant tout un témoignage du monde dans lequel l'auteur ou l'autrice se trouve au moment de la création. Et il y a plusieurs de ces œuvres-là qui vont traverser le temps et qui vont trouver une nouvelle couleur en lien avec l'évolution de la société. Et inversement, moi, je recommande des fois, je sais que c'est pas les meilleurs mangas, là, mais je me suis fait plaisir, moi, l'autre fois, j'ai acheté un manga sur la vie de Charles Schulz, le créateur de Peanuts. OK, toi, t'as Parce que c'est vraiment curieux, puis j'ai fait, voyons, ils ont fait un manga là-dessus. Ah ouais, je l'achète puis je le lis. vraiment sur Snoopy là-bas, là, fait que c'est pas étonnant, là. Ouais. Mais pour vrai, là, et puis là, je me disais, ah, ça va être comme une espèce de pseudo-documentaire riche, machin. Et puis j'en ai lu des livres sur Schulz, je veux dire, c'est un de mes auteurs préférés. Puis pour vrai, je suis sorti de ce manga-là, puis j'ai fait, ils m'ont eu, ça marche. Ouais. Euh, Et ça, c'est une chose extraordinaire, hein. Tu parles de quelque chose qui explique une biographie ou un art, là. Puis moi, tu sais, je sais qu'on avait regardé un manga sur le Go, un jeu qui est quand même compliqué, là. J'aime bien les échecs, mais le Go, je trouve que quand même, c'est moins clair avec des petites pièces en noir et en blanc, là. mhm. Et il avait réussi à nous l'expliquer pour que ça semble fascinant puis qu'on suive ça d'un bout à l'autre. Donc, tu sais, moi, je me suis abonnée pendant 2 ans à l'Orchestre symphonique de Québec parce qu'on avait regardé un dessin animé et lu un manga par la suite sur des étudiants qui étudiaient au conservatoire, si on veut, en musique. Puis on avait tout leur parcours, puis on n'arrêtait pas de nous parler de la musique qui jouait, puis on l'entendait, mais juste par bout. Fait que là, je me suis dit, non, mais je veux l'entendre au complet, la Symphonie du Nouveau Monde, moi, avec des vrais musiciens. Donc, tu sais, s'est acheté des billets pour te dire à quel point on était devenus fans. Donc, c'est intéressant comment ils réussissent à créer ils ont le tour de créer des chapitres où on ne doit pas lâcher l'attention. Tout ça, c'est dû souvent au fait que c'est publié dans des revues avec un chapitre à la fois. Oui, donc au niveau du format, oui. Le format fait qu'on ne veut pas que le lecteur aime pas ce qu'il lit parce qu'on risque de se faire couper avant la fin de notre histoire. Donc, on va s'arranger pour qu'il y ait toujours quelque chose d'intéressant, une valeur ajoutée dans chaque chapitre. Donc, ça crée si on veut, un format qui va favoriser cette lecture-là, qui va être pleine d'aventures ou pleine de sentiments ou pleine de tranches de vie pour nous faire du bien. Il y a différents styles de manga. Mais vraiment, d'aller créer cet univers-là qui font qu'on découvre, on apprend
sais, moi, je ne connaissais pas le basket tant que ça, là. En tout Oh, cas, ben là, il y en a des bons mangas de ben, basket, c'est là. ça, tu sais, toutes Ah! les techniques explorées en Ouais. volleyball. Tu sais, nous, c'est ça qu'on a regardé pendant la pandémie, beaucoup de mangas de sport, là. OK, ouais. Puis après, on allait marcher, parce que comme tout le monde, c'était notre moyen de sortir dehors. On allait marcher et on amenait des ballons. Et puis on jouait. On jouait au soccer, on jouait au volleyball, un petit peu comme dans le dessin animé qu'on regardait. Mon fils fait encore du volleyball parce qu'il est devenu un fan à cause d'un dessin animé puis d'une série manga, là. Donc, tu sais, c'est incroyable. Tu te dis, ah ouais, tu l'as découvert comme ça. Tu as appris des techniques comme ça. Tu sais les positions, à quoi elles servent sur un terrain. On me les avait jamais expliquées comme ça quand j'ai fait mon cours d'éducation physique, moi. Ben, ou alors, moi, j'écoutais pas. Peut-être aussi. Mais Peut-être. non, c'est vrai, on apprend énormément. Euh, Puis moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect social. Tu sais, comme le manga, je sais pas, tu as sûrement lu ça, Real, le manga, là, l'afro-américain en fauteuil roulant. Puis quand je présente cette série-là aux jeunes, je leur dis, dans le fond, ce manga-là, qu'est-ce que ça aborde comme questionnement? Ça aborde le fait que les limites, on se les impose d'abord nous-mêmes dans notre tête. Parce que le personnage est en fauteuil roulant et il n'est pas du tout diminué. Au contraire, il va dire à l'autre, il va dire, je vais te montrer, moi, comment jouer. Et les séquences de jeu dans ce manga-là sont hallucinantes. Oui, ben oui, c'est ça. Mais tout ce qu'il dessine est assez extraordinaire, là, in a way, là, mais Ouais. c'est Vagabond, par exemple, qui est un manga davantage axé sur l'histoire Ça, je ne l'ai pas lu. avec des sabres et tout, sur de Miyamoto Musashi. C'était assez fantastique comme dessin aussi. C'est deux mangas qui n'ont pas terminé en passant, hein. Il est encore en train de faire des chapitres de temps en temps. Tout le monde les attend. Donc, moi, Rire, ce que j'aime bien, c'est qu'on ose mettre en contexte les gens qui sont debout sur deux pattes qui jouent au basket. Ouais. Bon, on les fait jouer parfois ensemble pour montrer qu'effectivement, tu as des forces que l'autre n'aura pas et que tes handicaps ne sont pas toujours visibles, mais tu en as aussi. Donc, c'est Ouais. vraiment bien abordé. Moi, je trouve que c'est un excellent manga. Mais ça, on le traite beaucoup, les handicaps, dans les mangas de sport. C'est une grosse, grosse part de ce qu'on va aborder. Et puis, je trouve que ça nous développe l'empathie sur ce que vivent ces gens-là. Oui, ce qui n'est pas mauvais, hein, par les temps qui courent, un petit déficit de ce côté-là. Puis aussi le fait que, particulièrement dans cette série-là, mais ce n'est pas la seule série de basketball où il y a l'aspect de la représentativité de d'autres cultures, mais on a quand même un personnage afro-descendant. Et on a Deep 3 qui va le faire Oui, aussi. ça Oui, aussi, c'est bon, Deep 3, là, avec le jeune qui a l'espèce de... oui, oui, il y a une maladie, lui. C'est pas un handicap visible, mais Oui. ouais. Puis Donc, bon, qui est relié un peu à l'anxiété de performance aussi. Donc, c'est vraiment, pour peu qu'on se donne la peine de mettre les a priori de côté, euh, puis c'est en général dans la bande dessinée, mais aussi, puis toutes les bandes dessinées, que ce soit le manga, que ce soit la bande dessinée québécoise, le comics américain, peu importe, mais ça m'étonne de voir à quel point il y a encore à ce jour de la résistance par rapport au manga, alors que c'est une corde d'abondance. Tu sais, il y a tellement de choses là-dedans. oui, Et peut-être la prochaine génération, mais moi, je sens plus d'ouverture dans ces années-ci qu'auparavant. Donc, je trouve que je reçois plus de questions, j'ai des retours après. Donc, vraiment, les gens veulent avoir les listes de recommandations, des choses comme ça, là. Donc, oui, je sens encore certaines fermetures. Tu sais, par exemple, je sais que chez mes enfants, des fois, il y en a qui testent au début leur professeur de français ou le bibliothécaire en disant ouais, moi, je lis beaucoup de mangas ou j'aime ça. Puis, il va le voir au visage si il y a une ouverture chez la personne à qui il parle. Puis là, tu sais, des fois, il m'en parle au souper après. Ouais, j'en ai parlé, j'ai vu que non, pas tellement. Fait que j'en parle. ouais. Donc, parce que de toute façon, ils lisent pas juste ça, puis c'est pas la fin du monde, mais ils m'en parlent au souper parce que je sais que pour eux, pour mes enfants, que, tu sais, ils vivent dans un monde où on est entouré de livres, là, pas juste de mangas, mais beaucoup, beaucoup de mangas dans ces livres-là. Pour eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi la personne n'avait pas même l'intérêt de peut-être le découvrir. Mais, tu sais, j'ai rencontré des professeurs qui l'ont, cet intérêt-là, là, vraiment. Ouais. Puis, qui me Et disent, quand ils l'ont pas à moitié, hein? oui, ouais, j'en ai des fois, je fais des classes qui sont pas rapport, puis j'ai quelqu'un, un autre prof d'une autre place qui vient voir parce que là, il veut me parler de manga pendant la pause. Ouais. Mais c'est ça aussi que je trouve beau
Euh, pour moi, la différence, en tout cas sur le terrain, ce que j'ai observé après toutes ces années-là, c'est que par exemple, quand je suis allé à quelques reprises au Festival international d'Angoulême, qui n'aura pas lieu cette année, euh, l'enthousiasme à l'endroit de la bande dessinée franco-belge ou francophone est différent à plusieurs niveaux parce que l'enthousiasme, en fait, c'est pas forcément les mêmes groupes d'âge qui lisent. L'offre est différente. Il y a beaucoup de collectionneurs encore dans la bande dessinée, les chasseurs de dédicaces. Alors que dans le manga, pour moi, ce que je sens chez le lectorat du manga, c'est à quel point c'est un lieu de rencontre et c'est souvent un point de départ pour discuter d'une passion puis de discuter, d'aborder un sujet. Et peut-être, est-ce que c'est ça en partie qui explique la fulgurante ascension? Parce que, puis tu le dis dans ton livre, et on voit les chiffres là. À chaque année, il y a le bilan Gaspard sur les ventes de livres au Québec. Et là, on regarde la courbe. Et au moment où on se parle, il y a une bande dessinée sur trois qui est vendue actuellement au Québec. Ben, c'est un manga. À peu près, là. Et je veux dire, au rythme où vont les choses, dans quelques années, on va forcément se rendre à 2 sur 3, non? Ben, en tout cas, on va peut-être rattraper la France qui est à 1 sur 2 côté bande dessinée Ah vendue. oui, ça, c'est complètement fou. C'est Ouais. possible qu'on les rattrape. Euh, Est-ce que c'est un lieu de rencontre parce qu'on est loin, puis que d'une certaine manière, on n'a pas accès aux auteurs tellement. Même en France, ils n'ont pas tellement accès aux auteurs. Ils les invitent à l'occasion. C'est quand même extraordinaire quand ils en ont. C'est un long voyage. Les mangakas sortent pas si souvent de leur pays. Ça prend quelqu'un, un interprète qui traduit. Beaucoup de mangakas vont avoir des conditions. Il ne faut pas qu'on voit leur visage, il ne faut pas qu'il y ait de publications. Ouais. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont complexes à organiser pour les éditeurs. Donc, on en a à l'occasion en France, là, mais, ou à Bruxelles, mais c'est quand même pas si courant par rapport à la bande dessinée franco-belge pour eux, où il y avait quand même un accès avec le dessinateur et avec l'auteur qui est plus facile qu'avec un mangaka japonais. Je pense donc que la discussion se fait et se faisait entre les gens qui étaient des passionnés, entre les experts, entre les gens qui étaient allés au Japon puis qui avaient eu un rapport plus proche de cette bande dessinée-là là-bas, entre les éditeurs puis l'explication de tout leur processus puis leur choix. Donc, il était forcé par le contexte à mettre un peu l'accent sur autre chose qui est devenu de longues discussions qui se poursuivent à travers les années. Donc, c'est vrai que ça fait que c'est un monde qui est très, très riche. Moi, ça peut m'arriver que les gens viennent discuter à ma table pendant une convention, pendant 2 heures. Là. Donc, Oui, et oui. j'aime beaucoup, là, quand c'est possible, qu'il n'y a pas d'autre monde qui attende, ça va me faire plaisir. Parce que moi aussi, je suis une passionnée, puis ça fait avancer ma réflexion, puis ça me fait voir les mangas des fois autrement. Certaines séries que j'ai moins aimées, par exemple. Mais donc, tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de richesse dans la diversité de ce qu'on peut jaser. On peut jaser du dessin, du contexte, de la situation japonaise qui explique certaines décisions qui sont prises, certains modèles féminins, par exemple, qu'on va voir apparaître souvent, euh, certaines popularités aussi des genres. Ça, c'est intéressant. Ça, j'aimerais ça me pencher un jour, bien, bien, de façon plus scientifique sur la popularité des mangas, justement, là, les fameux Boys Love ou Yaoi en français. Là, Ah oui, 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 oui. ça, moi, j'aimerais ça faire une étude sur pourquoi ça fonctionne à l'étranger. Tu sais, il me semble que c'est terriblement japonais, tout ce pan de relations entre hommes qui est dessiné par des japonaises pour des japonaises parce qu'elles ont un rôle très stéréotypé dans les mangas plus explicites destinés aux garçons, là, qui s'appelle le hentai. Ça, c'est Mhm. connu depuis la nuit des temps, là. Dès que Internet a commencé, on a vu apparaître des sites de hentai. Je m'en souviens parce que j'étais là au début, puis j'en ai vu, là. Je connaissais Ouais. à peu près pas le manga, mais c'est ça que j'ai vu en premier, peut-être. Donc, c'est pour dire. Donc, tu sais, ça existait. Puis en réaction à ça, les filles, ce qu'ils ont fait, c'est dire, ah ouais, ben nous autres aussi, on va s'en faire des choses qui sont plus explicites ou pas, là. Il y a de tout là-dedans. Mais on va s'en faire, puis on va juste mettre des gars, comme ça, il n'y aura pas de filles, puis on ne sera pas stéréotypé nulle part. Donc, ça, c'est très japonais, cette réaction-là. Nous autres, on a quand même des modèles de romance qui sont moins stéréotypés que ça, en roman, ou
Puis, donc, je me dis, on va quand même chercher ce genre de choses-là. C'est très, très populaire. Donc, j'aimerais beaucoup avoir les réponses des gens. J'en ai quelques-unes, là, parce que j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, tout ça, mais il reste que de faire une longue étude là-dessus, plus approfondie, ça serait dans mes projets, là. Je m'en viens là-dessus. Mais c'est passionnant. Tu sais, je me souviens d'avoir lu le mari Ben oui, de mon frère ou de mon père, je me trompe tout le temps. Marie de mon frère, ça, Le c'est mari de mon vraiment frère. éducatif là-dessus. Ouais. Oui, exactement. Ça, c'est super intéressant, mais ça, si tu lis les autres œuvres qu'a faites Oui. Pagamé, on est complètement ailleurs, là. Puis là, on Ben, est. j'avais lu son truc là sur. Ah, je suis pourri avec les noms. Les deux gars bouffent, là. Oui, oui, oui. C'est Rendez-vous gourmand? Oui, c'est ça. Oui. Bon, là, on est quand même dans le soft, très, très soft. Oui, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça vient combler quand même un pan absent de la production ici. Il y a peut-être des gens qui affirment pas qu'ils lisent ce type de manga-là, mais il y en a des formidables. Puis peu importe comment on se définit, peu importe Ah oui, notre orientation, ah, ben une c'est bonne histoire, c'est une bonne histoire. oui, 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 tout à fait. Mais hétérosexuelles féminines vont beaucoup lire les mangas BL, beaucoup plus en fait que ceux qui sont LGBT, là. Donc, il y en a qui vont le lire aussi parce que c'est intéressant, mais je dirais que c'est pas les garçons gays qui vont aller lire ces mangas-là, sauf peut-être pour ceux de Tagame, parce que lui, il s'adresse spécifiquement à eux. Mais sinon, sinon le BL en tant que tel, là, le yaoi, c'est vraiment à l'intention des femmes hétérosexuelles que c'est écrit. Ah ouais, hein? Même C'est si on va mettre deux hommes en scène puis qu'il n'y a pas de femme là-dedans. Donc, comme je dis, on va enlever la fille parce qu'elle n'a pas de rôle. Donc, tu peux te projeter dans le gars que tu veux. c'est c'est un ouais. peu ça le message. Ouais. Ouais. Il y a aussi le phénomène, et depuis quelques années, on le remarque, il y a des éditeurs européens, des éditeurs à l'international qui tout à coup emboîtent le pas et produisent du manga. On en a même ici au Québec, notamment Les Élus El Jaunes, pour ne pas le nommer, chez Michel Quintin, qui est une super série. Je veux dire, il y a Tony Valente. Tony Valente, qui vit au Québec depuis quand même Ouais. plusieurs années. Lui, j'ai essayé d'avoir une entrevue avec, puis il était en bouclage d'album, c'était pas possible parce qu'il n'y a pas d'équipe. Lui, il travaille seul. Fait que d'ailleurs, quand il est au programme d'un festival ou d'un salon du livre, là, Tony Valente, allez le voir parce qu'il sort pas souvent. Tony Valente, qui est l'auteur, entre autres, de Radiant, qui est aussi pour moi, qui a été une belle découverte. Parce que moi, sur le coup, j'ai lu ça sans m'attarder à qui était Tony Valente. Bon, j'ai bien vu que c'était pas un nom à consonance asiatique, là. Mais c'est après coup que j'ai su qu'il vivait ici. Oui, un franco-canadien. Ouais. Mais je dirais aussi qu'il y a Isekai Touch maintenant aussi qui commence à publier des mangas, une toute petite maison d'édition québécoise. Ça, c'est le fun, qu'on ait des dessinateurs d'ici qui aient une place pour publier puis s'exprimer. Parce qu'évidemment, quand tu es un lecteur, tu peux devenir après, dans mon cas, j'étais une grande lectrice, mais j'étais aussi une écrivaine. Donc, j'écris des livres aussi. Donc, il y a des gens qui dessinent bien, puis qui se sont mis à dessiner avec ce style-là parce que c'est ça qu'ils aimaient. Puis Ouais. à ce moment-là, il n'y avait pas de porte de sortie parce que aller au Japon puis essayer de te faire publier comme un étranger, bonne chance. Il y a quelques exceptions réussies, mais c'est vraiment, mais vraiment pas évident. D'ailleurs, il faut que tu apprennes le japonais. Déjà, à la base, c'est quand même un défi. Oui, il y a beaucoup de travail, là, juste en Oui, partant. Ouais. donc, en plus d'apprendre à dessiner, il faut que tu apprennes le japonais, puis il faut que tu dessines très, très rapidement. Donc, il y a une pression. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils ont commencé à publier beaucoup, beaucoup leurs propres mangaka, donc dessinateurs qui vont dessiner leurs propres histoires. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que ces histoires-là vont avoir quand même des touches qui sont spécifiquement occidentales, si on veut. Ouais. Oui, mais ça peut être très intéressant de lire ça. Ouais. Puis, ce que j'aime bien, c'est que j'espère qu'un jour, ils vont aussi être traduits en japonais. Parce que moi, j'écris des romans qui sont dans un environnement japonais. Puis ce qui est très drôle, c'est que quand les gens lisent mes romans ici, ils me disent Ah, c'était le fun, c'était exotique, on était au Japon, puis il y avait des noms japonais, puis tout ça. Tu sais, j'ai bien aimé ça.
Mais quand je fais lire, parce que j'ai les premiers chapitres sont traduits en japonais, fait que des fois, j'ai des amis qui sont intéressés à voir qu'est-ce que j'écris, fait que je leur renvoie ça, mon PDF, tout ça. Ils font comme ah, hey, c'était vraiment des paysans, les valeurs puis les réactions des personnages, j'aurais pas pensé à ça. C'est sûr que c'est pas le monde japonais historique qui va les dépayser, eux autres, ou les noms que j'ai mis. Non. J'avais pas réalisé que j'avais mis du Québec dans mon histoire. Ben, Et ben oui, forcément. puis les lecteurs d'ici n'avaient pas réalisé non plus que les valeurs que je mettais de l'avant, c'était très québécois. Mais mes amis japonais l'ont vu tout de suite, eux autres. Ouais. Ah, c'était tellement des paysans. Donc, je me dis, ça va être vraiment le fun de voir peut-être, de plus en plus, on l'espère, des mangas justement qui vont multiplier les champs d'influence, justement pour avoir plus de diversité, des peaux qui sont différentes, des couleurs de cheveux. Bon, ça, il y en a déjà beaucoup, mais c'est pas dans le réalisme, là. Donc, Ouais. je pense que ça montre que ton art a dépassé les frontières de ton pays. Puis je remarque que les mangaka maintenant aussi vont avoir des inspirations vers le comics américain. Tu sais, tu penses My Hero Academia, une série qui est très connue, qui est Hmm. très inspirée par le comics des États-Unis, là, dans le Ben, fond. ça ressemble, moi, ça me fait penser à X-Men. Je Ben veux oui, dire, par les costumes, tu sais, nous, ouais, on le voit tout de suite, tout de ouais. suite. Là. Les Japonais sont peut-être pas conscients autant qu'on l'est, mais nous, on l'est beaucoup. Ensuite, tu vas voir She's Wasn't a Guy. Ça, c'est un manga qui parle de musique de nos années à nous, du Ouais. grunge, puis tout ça. C'est exceptionnel. C'est comme, oh mon Dieu, c'est des musiques que j'ai déjà écoutées beaucoup. Là, mon fils lit ça, il dit, c'est tellement bon. Je dis, tu veux-tu entendre les musiques qui viennent avec? Ah, mais c'est ça qui est cool! Ben C'est oui! exactement ça qui est cool! Ouais. Fait que là, on partage, puis j'ai fait une liste années 90, puis là, on écoute ça. Donc, je me dis, c'est vraiment, tu vois, ça vient du Japon. Donc, c'est le Japon qui fait découvrir à mon fils des musiques que moi, j'écoutais quand j'étais jeune. C'est quand même spécial. Je me souviens d'avoir lu à l'époque, quand ça sortait en petit volume, 28th Century Boys de Naoki Urasawa. Puis là, tu dis c'est quand même, tu sais, un band américain qui est au cœur dans le titre même, tu sais. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que les Japonais vont faire des recherches, des fois, exceptionnelles pour mettre en œuvre tout un monde et un univers qui n'est pas naturellement le leur. Tu sais, je Mm. pense à Emma de Kaoru Mori, qui nous place dans l'Angleterre avec gouvernante et tout, puis c'est très réaliste, les rapports qu'ils ont entre eux, puis la difficulté entre les classes, tout ça, là, tu sais, c'est Downton Abbey, mais c'est fait par un Japonais, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose Mm. wow, tu sais, pour dessiner avec autant de détails, t'en as-tu fait des recherches? Parce que les autres se basent beaucoup sur les photos. Des fois, ils ont des voyages de repérage. Mais c'est fou le travail qu'ils ont. Je sais qu'ils ont des équipes un peu aussi qui font des recherches, tout ça, mais tu sais, moi, un de mes mangas préférés, il n'est pas traduit en anglais. En français, il a déjà été traduit, mais il est difficile à trouver maintenant, mais ils sont en train de le refaire en anglais, fait que on peut l'acheter plus facilement comme ça. C'est Red River. Je ne connaissais pas les Hittites, moi, avant de lire ça. Donc, les Hittites qui ont existé à peu près en même temps que les Égyptiens, il y a 3000 ans, là, Ouais, ouais, ouais. j'avais jamais entendu parler de ça, ou si j'avais entendu parler, puis moi, j'adore l'histoire, là, j'ai oublié. Donc, là, je suis en train de rechercher sur les Hittites. Je suis fascinée. Je me dis, mon Dieu, un jour, j'aimerais aller me promener pour voir ces lieux-là. C'est quand même fou que tu me fasses découvrir l'histoire d'un coin de pays comme Turquie ou tout ça, là, qui remonte Mm. à 3000 ans parce que je suis en train de lire une œuvre de fiction. Donc, non, vraiment, c'est sans limite, là, ce qu'on peut apprendre et découvrir à travers, justement, la lecture. Puis, pour ça que je veux le mettre de l'avant, c'est insoupçonné ce que ça peut nous donner. Tu sais, puis des fois, je rencontrais des jeunes, puis là, ils me disaient, j'aime ça, madame, parce que vous me parlez, puis c'est comme si ce que je lis, ça peut me servir à quelque chose. Je suis comme, vous devenez comme un but dans la vie. Mon Dieu, vous avez fait quelque chose avec ça. Ça se peut qu'on Ouais. fasse quelque chose avec ça. Je dis, mon Dieu, ça les rassure. Ben oui, Ben oui! C'est ben oui. Tout ce c'est que ce tu qu'on. aimes peut devenir un travail. Non, 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 effectivement. Ouais. Effectivement, puis d'ailleurs, tu dois sûrement aussi te la faire poser la question, mais ça étonne. Les jeunes, même les adultes aussi, tu sais, moi qui me disent, mais ton travail, c'est de parler de bande dessinée. Je fais, oui, oui, c'est un travail. Oui, mais ça, Ouais. je joue un peu sur cet aspect des fois quand je visite des classes primaires, secondaires, là, puis que je leur dis la quantité de mangas que j'ai à la maison, puis je leur dis c'est uniquement pour le travail, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, puis là, c'est sûr qu'ils sont bien, bien impressionnés. Là. C'est ça, c'est sûr et certain. Beaucoup, mais ils me regardent tous avec des faces ahuries, mais avec beaucoup de doutes dans les yeux, surtout le secondaire. Tu sais, Ouais.
Ouais, madame. Je dis, non, vous avez bien défini, c'est aussi parce que j'aime beaucoup ça. Écoute, Valérie, je le répète, ton ouvrage Passion manga, d'ailleurs, qui est dans un format physique du manga, je veux dire, avec une superbe illustration de couverture. Il faut que ce livre-là circule entre le plus grand nombre de mains. Alors, si vous êtes à l'écoute et que vous êtes une intervenante ou un intervenant du milieu du livre, que ce soit bibliothécaire, libraire, relationniste de presse, distributeur, lisez ce livre-là parce que c'est un monde qui s'ouvre à vous et c'est vraiment un super travail de transmission, Valérie. Vraiment, chapeau bas parce que pour arriver à distiller toute cette passion-là, cette connaissance-là avec un angle sociologique, culturel, historique, puis de faire en sorte qu'on lit ça comme un manga en fait. C'est-à-dire qu'on embarque là-dedans, puis on se met le doigt dans l'engrenage, puis on le traverse ton livre de 180 pages. C'est pas le genre de livre qu'on fait « Ah, OK, j'ai lu un chapitre. » Ben non, Donc, d'avoir réussi à faire tout ça dans un ouvrage, Valérie, bravo! Merci. J'ai un ami qui me disait exactement ce que tu as dit. Il dit, ah là, il dit, j'essaie de m'en retenir puis d'en lire juste un par soir, un chapitre, parce que sinon, je vais le finir trop vite. J'ai dit, non, Ben non! C'est comme manger. Je veux dire, on s'arrête pas en plein milieu d'un plat délicieux et savoureux parce qu'on se dit, ah, il faut que je m'en garde pour plus tard. Ouais, mais en même temps, quand tu as un plat de bonbons ou de chocolat, des fois, ça peut arriver que tu en manges juste un par soir. Ah ouais, ça, il faut être raisonnable. Mais dans le cas de Passion Manga, lisez ça sans modération. Il n'y a pas d'OGM là-dedans, il n'y a que du bonheur. En fait, tu sais, après l'avoir fini, probablement que les gens vont avoir le goût d'aller lire les mangas. Donc, Ben oui, voilà, c'est ça. Parce que d'autres choses à lire, il n'y a pas de crainte. alors, moi, les gens qui lisent ça et qui n'ont pas envie de lire du manga après ça, ou à tout le moins de s'informer, euh, ça m'étonnerait vraiment beaucoup parce que Maintenant, par les bibliothèques, on a emprunté, donc vraiment, on peut. non, non, puis maintenant, dans les bibliothèques, il y en a partout. Je veux dire, même quand des chaînes de librairies que je nommerai pas ont des pans de murs complets, on se dit, OK, on est arrivé là, là. Ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas. On voyait pas ça. On voyait des petites sections des fois. Je cherchais la petite section. Ouais. Là, c'est fini, là. Là, maintenant, la petite section, c'est la bande dessinée européenne puis francophone, maintenant, à côté des mangas. C'est Oui, quand même fou, là. Ouais. ouais. Heureusement, maintenant, on a quand même des librairies qui s'y consacrent. Là, bon, on n'a plus Otaku Manga Lounge, mais Ouais. presque, il y a Planète BD. Il y a certaines librairies qui vont donner plus de place à toute la BD dans le sens large. Là, Ouais. parce que je ne veux pas non plus qu'on n'use plus de bande dessinée européenne. Là, c'est intéressant aussi, mais justement, l'accès à la lecture te donne juste soif d'en lire de plus en plus, à mon avis. Donc, oui, on peut juste lire des mangas pendant un bout puis tomber dans autre chose à un moment donné pour le plaisir. Pas de fin, hein? Ben non, moi, ce que je dis en conférence aux jeunes, je dis, si vous aimez les chats et vous aimez les mangas, vous pouvez lire des mangas avec des chats pendant des années. Hey, un des mangas qui est le plus extraordinaire, c'est le manga de chat où ils tiennent un restaurant de ramen. Moi, ça, là, écoute, je suis une gourmande. Donc, chat, ramen, c'est parfait. Ah oui, hein? Moi, j'avais lu The Walking Cat, Oh! qui est The Walking Dead, vécu de la perspective d'un chat qui en a strictement rien à cirer de l'écroulement de la société. Et c'est tellement drôle, ce manga-là. Et c'est 3 tomes. Ça se lit Oui. vite, 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 là. Tu sais, c'est pas un truc de 100 quelques tomes. Mais par le chat, en fait, c'est très drôle parce que le chat peut être un manga qui est très doux, très chat, là, tu sais, l'image qu'on s'en fait, mais tu vas avoir du chat d'horreur, tu vas avoir du chat d'aventure. Tu as beaucoup de chats fantastiques. On s'entend que le chat, c'était quand même le partenaire privilégié de la sorcière. Donc, ça aussi, on l'a. Ouais. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un manga avec un gros chat, puis la sorcière grincheuse. C'était un isekai, c'est une entrée dans un autre monde. C'est un chat qui se réincarne dans un monde où tout le monde est tout petit, puis lui, il est immense. Donc, puis là, ben, il cherche qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans ce monde-là, là, à quoi il faut qu'il serve. Donc, c'est un 5 tomes. Puis encore là, quand je disais qu'on met la personne âgée de l'avant, puis ses accomplissements, puis ce qu'elle a fait dans la vie, puis la valeur qu'elle a dans une société, ben, je pense que ce manga est un excellent exemple de ça, là. Donc, tu sais, tu as tout dans le manga de chat. Tu peux juste, comme tu dis, explorer par le manga de chat si ça t'intéresse. En fait, il existe un manga, il existe une bande dessinée, une œuvre picturale, une musique, un plat pour tout le monde. Il faut Oui. juste se donner, faut juste donner libre cours à notre curiosité et si on a des a priori, juste franchir cette barrière-là. Puis dans le cas du manga, il y a un monde extraordinaire qui vous attend.
Et c'est ce que tu réussis à transmettre en 180 pages dans Passion Manga du Japon au monde. Valérie Harvey, encore une fois, au risque de me répéter, félicitations. Merci beaucoup. Longue vie à toi. Merci. Au plaisir de te lire. Merci beaucoup. À la prochaine. Pour suivre Valérie Harvey, rendez-vous au nomades.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique leduc.ca. À bientôt.